Bonjour à tous, c'est Mess de French Pictures et je suis encore une fois accompagné de Julien. Comment vas-tu mon cher Julien? Bien et toi? Jusqu'ici, tout va bien. Aujourd'hui, on parle de Gueule Noire de Mathieu Turi, où on suit une équipe de mineurs qui va devoir creuser à 1000 mètres de profondeur, non pas pour déterrer ma connerie, mais pour accompagner un scientifique qui prétend vouloir faire des prélèvements. Et en creusant trop profond en quête d'avidité, il ne réveille pas l'ombre et la flamme, mais un autre mal qui aurait dû rester enfoui. C'est le troisième film de Mathieu Turi qui avait déjà réalisé Hostile et Méandre et qui nous a accordé une interview pour ce film. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé Gueule Noire. C'est assez spécial parce qu'il est divisé en deux parties bien distinctes. La première partie, on est vraiment dans le côté film d'époque avec un gros sous-texte social presque à la Germinal. Puis à partir d'un moment, le film prend clairement un gros virage fantastique et, à l'instar des mineurs du film, il s'enfonce progressivement dans la série B. C'est un truc que j'aime bien faire en fait avec ce que j'ai fait avec tous mes films en fait, de mélanger des trucs qui vont pas forcément ensemble. Donc c'est un peu casse-gueule à chaque fois, mais l'idée là, c'était vraiment de mélanger le côté horreur, aventure, Lovecraft, civilisation perdue, squelette, Indiana Jones, enfin tous ces trucs là, avec un côté histoire de France, d'époque. Tout ça mélangé avec cette bande de mecs qui viennent d'origines très différentes et qui se forment un groupe qui en fait va se disloquer. Et pourquoi, etc. On verra dans le film. Personnellement, je trouve que la partie la plus aboutie est la première. Déjà, la toute première séquence, elle est vraiment magnifique. Et dans l'ensemble, toute cette partie traite vraiment bien son sujet. Le film arrive parfaitement à retranscrire l'horreur de la mine. On les voit galérer dans les tréfonds des enfers, avec déjà l'aspect extrêmement physique du travail. T'as des courbatures rien que de les voir bosser. L'aspect psychologique, dans le sens où ils voient pas la lumière du jour de la journée, ils sont couverts de crasse, etc. Et surtout, tu vois bien l'aspect extrêmement dangereux du métier, où même si t'enlèves les potentiels démons qui pourraient y croiser, on voit bien tous les risques d'éboulement, de présence de gaz, et toutes ces choses qui peuvent être extrêmement néfastes pour leur santé. Et en parallèle, le film nous montre bien à quel point l'encadrement de ce genre de travail était ingrat, qu'il pouvait être viré à tout moment et que s'il se blessait, c'était pour fin de carrière avec aucun soutien financier derrière. Le film traite aussi du sujet du racisme, avec un personnage maghrébin qui est expatrié pour venir travailler dans le nord de la France, et le film insiste bien sur le fait que, bien qu'il ait été recruté justement parce que la France avait besoin de lui et de bras pour travailler, clairement il n'est pas du tout accueilli comme un héros, bien au contraire. Par rapport à ce contexte social, je suis d'accord avec toi, c'est posé et très bien exploité dans une première partie avec des scènes plutôt marquantes, comme tu l'as dit. Je pense notamment à la scène du tampon au Maroc, où les ouvriers expatriés sont vraiment traités comme du bétail. Mais après cette mise en place, après que la dynamique entre les personnages soit établie, notamment comment est perçu le personnage d'Amir par les autres et comment il essaie de se positionner, le réel projet du film nous est révélé, celui de faire un survival horrifique dans la veine d'Alien, et là j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher. Ouais, alors pour ma part, concernant l'aspect fantastique du film, j'y ai trouvé quand même des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment le fait que le film va piocher son inspiration visuelle dans divers univers, qui n'est pas sans rappeler notamment l'univers de H.G. Giger, donc celui qui avait fait tout l'univers d'Alien, Prometheus, etc. Et surtout, les plus férus de littérature d'entre vous pourront se rendre compte que le film se déroule en réalité dans l'univers de Howard Philip Lovecraft. Ouais, alors, moi, il y a un truc que j'adore chez Lovecraft, c'est que c'est, je trouve, le premier, même si on peut dire que Tolkien a un peu fait ça, mais c'est particulier, et personne touche à Tolkien, ce qui est totalement normal, c'est un peu le premier à avoir fait une espèce d'univers étendu. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme l'univers étendu de Star Wars, qui était génial pour ça, c'est qu'en fait, c'est hyper cohérent, le matériau de base de Star Wars ou de Lovecraft est hyper cohérent, et en même temps, est tellement vaste qu'il te laisse plein de ramifications pour rajouter des trucs qui n'abîmeront pas le matériel d'origine. Et je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait en travaillant comme ça, mais en tout cas, c'est permis, entre guillemets, et je trouve ça fantastique, et il y en a plein qui le font. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de rajouter un peu ma pierre à l'édifice, tu vois, d'essayer de rajouter un petit truc, et du coup, d'assumer que voilà, c'est une créature qui existe dans l'univers d'eux, qui est reliée directement à certains trucs très Lovecraftiens, sans spoiler, mais ceux qui, voilà, c'est pas juste l'inspiration générale, on en parle franchement, on l'assume. Alors à nouveau, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment de très bonnes intentions. Le problème, à mon avis, c'est plutôt dans l'exécution. Alors le film a été tourné dans des conditions vraiment particulières, très difficiles, dans des vraies galeries souterraines, où ils avaient peu de moyens pour éclairer, etc. Ça a notamment été tourné à lampe frontale. Il y a des kilomètres de galeries, et c'est assez dingue parce que du coup, t'es exactement comme les mecs du film. T'as ta frontale, et t'y vois, mais t'y vois à 10 mètres, pas plus. Parce qu'en fait, tu peux taper au fond, tu vois pas. Hein. C'est hallucinant. Et donc, en fait, il nous a fait visiter ce lieu-là avec des énormes lampes torches pendant des heures.
Et on s'est rendu compte qu'on avait de quoi tourner 3 films. Mais voilà, là où le bas blesse selon moi, c'est que le réalisateur a un petit peu oublié de développer une vraie proposition de cinéma derrière. La gestion de l'espace, par exemple, me semble assez chaotique. Alors que voilà, il a quand même nous a expliqué en interview qu'il avait pensé à utiliser quand même les décors pour permettre aux gens de se situer, notamment sur les légères différences de hauteur de plafond. Bah, comme tu disais, en fait, c'est-à-dire que tout se ressemble et en même temps, chaque scène est dans un lieu, par exemple, où la hauteur de plafond est différente. Alors, c'est un détail, tu vois, mais l'air de rien, inconsciemment, à l'image, ça rend pas pareil. Il y a des endroits il y a des endroits faits de gros blocs sur les côtés et d'autres qui sont lisses. En fait, l'idée, c'était de trouver des lieux qui soient un peu différents pour que, sans s'en rendre compte, tu as l'impression qu'ils progressent. Donc voilà, des intentions très louables, mais personnellement, je trouve que ça fonctionne pas. On se repère jamais vraiment dans cet espace, même instinctivement, on sent pas trop les avancées des mineurs dans les lieux. Quand on pense à Alien, par exemple, clairement une des références du film, c'est difficile de se représenter clairement l'organisation des étages du vaisseau. Et pourtant, on sait toujours où on est, on sait toujours où on est avec les personnages, on n'est jamais vraiment dans un labyrinthe en fait de couloirs. Ouais. Là, dans Gueule Noire, ça fonctionne pas vraiment, on sait jamais vraiment où ils sont. On a l'impression qu'ils stagnent un peu dans les mêmes galeries, ça c'est un ressenti qui est assez étrange et qui, je pense, vient d'une absence de préparation en amont par rapport au décor. Il y a un autre parti pris que je trouve intéressant sur le papier, c'est l'éclairage à la lampe frontale. Alors, en fait, si tu veux, le chef-op, Alain Duplantier, on a fait Méandre ensemble, le film d'avant. Il m'avait dit, ouais, je vais tout éclairer avec le bracelet, ça va être ouf. Et là, il m'a dit, ouais, je vais tout éclairer avec les frontales, ça va être ouf. Et en fait, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, on a refait faire toutes les lampes. Les lampes, elles sont faites sur mesure pour avoir 2 modes de fonctionnement, tu vois, un plus large et un serré, avec un aspect ciné, avec une texture, tout ça. Donc, c'est pas du tout genre tu prends les trucs de mineur. C'est vraiment une lampe qu'on a conçue, x7. Donc, c'est des lampes qui coûtent une blinde et qui sont faites vraiment. On a refait le châssis pour qu'elles rentrent à l'intérieur. Enfin, c'est la folie. Et en fait, ces lampes sont pilotables sur un iPad à distance. Parce que pendant les scènes, tu vois, quand tu as 2 comédiens qui font ça, si tu laisses la lumière pareil, en fait, tu vois rien. Donc, en fait, là, par exemple, tu voyais le décor et dès qu'ils se regardent, hop, fallait descendre les niveaux pour que, hop, sans que ça se voit, que tu régules la lumière. Donc, quand 2 mecs parlent tranquille, tu as un mec derrière qui est comme ça, tu vois, en train d'essayer de régler les trucs. Donc c'est une idée que je trouve vraiment originale et qui vient du chef opérateur, mais qui malheureusement n'est jamais vraiment utilisée autrement que au-delà de son originalité de départ en fait. Je pense qu'il y avait des choses à faire avec ça. Autre point du fantastique fondamental de ce film, c'est bien sûr la créature, qui a un design vraiment sympa, et qu'une fois encore, Mathieu Turi a choisi de filmer frontalement, comme dans The Thing, qu'il cite comme une référence. Moi, c'était très simple. L'inspiration principale, c'est The Thing de Carpenter. Donc, si tu veux, il y a 2 écoles. C'est un truc que les gens ont tendance à oublier aujourd'hui. C'est que il y a Alien et il y a The Thing. C'est 2 chefs-d'œuvre. Il y en a un qui fait le parti pris de cacher sa créature, l'autre qui la montre frontale tout le long. Et en fait, moi, j'avais envie avec ce film, j'avais déjà fait avec Hostile et Méandre le côté caché. Et là-dessus, j'avais envie de dire, OK, on va faire une bête, on va faire vraiment une créature en mode puppet géante. Et on prend le temps de la montrer, hein, ça arrive assez tard dans le film. Mais alors, par contre, quand elle est là, on y va pleine bourre. Quitte à ce que le côté effet pratique récupère les défauts des effets pratiques des années 80, c'est-à-dire un côté un peu figé, moins de mouvements possibles. Et tu vois, même dans des films, je te prends un exemple culte, je te prends Jurassic Park, cultissime, moitié VFX, moitié animatronique. Tu as cette scène avec le Dilophosaure où le Dilophosaure, quand il avançait, c'était pas crédible. Donc en fait, si tu re-regardes la séquence du Dilophosaure, il avance jamais. Il y a un plan des pieds qui fait ça, en gros plan, chose que j'ai repris dans le film, hein, tu as les pieds. Et en fait, les 3 quarts du temps, en fait, c'est au son. Et puis en fait, quand tu tournes, oh, il est là. Et puis après, oh, il est là, il s'est déplacé. Et en fait, c'est un truc, tu vois que même Spielberg, qui est un génie ultime et un film blindé de thunes, quand ils ont un souci comme ça, ils le résolvent comme ça, tu vois. Voilà. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va utiliser ces trucs-là, on va essayer de. À l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Aujourd'hui, quand tu fais tu choisis de faire une marionnette comme ça, géante, semi-animatronique, c'est un choix risqué, comme tu dis, parce que tu sais que tu vas avoir un public hyper à fond avec ça, et un autre qui va avoir l'habitude aujourd'hui d'un truc en CGI qui bouge beaucoup et qui va dire, ouais, mais la créature, elle avance pas, c'est bizarre, elle est très figée. Et moi, je voulais assumer, ce que je fais toujours, assumer à 100% quand tu fais un truc. Et là aussi, encore une fois, il y a des bonnes intentions, mais ça coince parfois. Sur certains plans, il fait vraiment trop plastique, je trouve. Il y a le fait que son visage soit pas
trop animée aussi, qui a tendance à la rendre moins réaliste qu'elle ne le devrait être. Là, une fois encore, je pense qu'il y a eu un mauvais dosage en fait entre l'idée de faire de la suggestion et des prises de vue vraiment plus frontales, type gros plan. Après, ce qui est bien avec ce film et la volonté du réalisateur, c'est vraiment d'y aller à fond dans ses effets. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une intention qui est vraiment louable. D'assumer ce qu'on aime voir dans ce genre de film et de le montrer vraiment comme ça, frontalement. De pas s'excuser de faire du genre. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à Mathieu Turi pour ça. Donc voilà, encore une fois, vraiment de belles intentions. Mais là, je pense qu'il a eu parfois peut-être un peu trop confiance dans ses effets. Et que voilà, quand ça fonctionne pas, en fait, ça nuit à notre suspension d'incrédulité un petit peu. Eh ben, je dois bien avouer que je trouve aussi qu'il y a certains moments dans la deuxième partie du film où les partis pris du réalisateur, qui sont, comme il le dit lui-même, assez risqués, m'ont un peu sorti du film. Mais dans l'ensemble, je salue très très largement la démarche. Non mais effectivement, ça fait vraiment plaisir de voir ce type de cinéma émerger en France comme ça. Depuis la rentrée, ça se multiplie. Voilà, je râle un peu sur certains défauts, mais quand même, c'est un film vraiment sincère. Et Mathieu Turi est un artisan vraiment de ce nouveau cinéma qui émerge en France. Et d'ailleurs, il nous en a parlé avec beaucoup de passion. Moi, mon premier film, c'est moins d'1 million d'euros. Le deuxième, c'est 2,5. Là, c'est 3,7, 3,8. Tu vois, enfin, ça monte petit à petit. Et bah, je te dis, par exemple, Romain, il a sorti Apache, il prépare son troisième film. Moi, je sors mon troisième film. Donc, nous qui sommes là depuis 5-6 ans, on continue à faire des films. Et entre-temps, tu as d'autres gens qui arrivent, comme Sébastien avec Vermine. Tu vois, il est en train de se passer un petit truc. Maintenant, le truc est simple, c'est que pour qu'il y ait de la qualité, il faut qu'il y ait de la quantité. Tu vois, c'est simple. Hein, moi, je dis la comédie française, pendant très longtemps, ça a été la sulfateuse. Et nous, on est des snipers avec 2 balles et on nous demande de faire carton plein. C'est chaud, quoi, tu vois. Il faudrait qu'il y ait plus de films de genre pour qu'il y en ait des mieux. Moi, c'est mon avis, tu vois. Pourquoi on a d'excellentes comédies en France? Parce qu'on en a tellement qu'en fait, le haut du panier, il est excellent. Et je pense que voilà, c'est plus efficace de bosser comme ça, parce que sinon, bah oui, tu peux toujours attendre le chef-d'œuvre de genre ultime. Là, par exemple, tu as Le règne animal, qui est une bombe atomique, qui est géniale, qui cartonne sur du bouche à oreille, donc c'est que des bons signaux. Donc tu vois, il se passe des trucs. Et là, si je te dis pas de bêtises, ce mois-ci, en novembre, tu as Gueule Noire, tu as Vincent doit mourir, tu as Conan de Mandico, tu as 3 films de genre français quand même, là, en quelques semaines, tu vois. C'est mortel. Et Vermine, c'est fin décembre. Tu vois, il y a voilà, le film de genre en France, c'est compliqué, machin, tout le monde râle, mais en attendant, nos films, ils sont là. Et tu vois, on arrive à avoir un certain nombre de salles, un certain nombre de copies pour montrer nos films en salle, au ciné. C'est des films qui se vendent hyper bien à l'international et qui ont une vraie renommée en festival. On a fait une tournée incroyable et on se retrouve tous en festival. J'étais avec Quarks et avec Sébastien dans plusieurs festivals. On se retrouve à chaque fois, on dit ah putain, quand même c'est cool, enfin, voilà, il se passe un truc, les gens aiment, on arrive à échanger sur des gens passionnés, etc. Donc non, il y a un vrai truc du cinéma de genre qui est en train petit à petit, de plus en plus, de faire sa place. Ce qui est génial, c'est que c'est des films tous différents. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, on n'a pas forcément trouvé que le film était parfait, mais il propose quand même énormément de bonnes choses et on avait vraiment envie de l'encourager. En tout cas, si ça vous intéresse, il est actuellement disponible en salle. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À la prochaine. Ciao, la MIF. À bientôt. I will love you endlessly.